deux membres du gouvernement face aux élus du peuple ce 28 septembre 2020. Abdoulaye Sabre Fadoul et Chérif Mamadou Sène ont répondu à une question orale avec débat portant sur la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, compte rendu à suivre en tout début de ce journal. Au ministère des Affaires étrangères, le ministre Amina Bassidik a lui reçu deux personnalités. Il s'agit de la représentante de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous en saurons davantage dans un instant. Et puis en sport football, les premiers résultats du championnat national sont connus. Foula Édifice a battu Ascoton Tchad de N'Djamena et Gazelle FC a défait l'équipe de Mongo. Vous aurez également les temps forts de ces deux rencontres vers la fin de ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de l'hémicycle où les deux membres du gouvernement ont été interpellés par les élus du peuple ce 28 septembre 2020. Il s'agit du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale Abdoulaye Sabre Fadoul et du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Chérif Mahamad Sène. Les deux ministres ont répondu aux questions relatives à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Doba Robert. La traditionnelle interpellation des membres du gouvernement sur l'évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a porté sur son extension au niveau communautaire, la mise en application des mesures édictées par le gouvernement et le renforcement des capacités du personnel soignant en cette période de pandémie. Les auteurs de questions orales avec débat ont également mis l'accent sur les supports de communication pour véhiculer les messages relatifs à la protection de la population. Des messages relayés par les médias publics. Pour les auteurs de questions, les mesures édictées par le gouvernement ne sont pas respectées. Le port de masque ne s'observe qu'en présence des forces de l'ordre. Et les rayons des médias publics ne couvrent pas l'ensemble du pays. Malgré les efforts déployés de part et d'autre, il s'avère que les débats à l'hémicycle ne sont pas suivis par les populations des coins les plus reculés de notre pays. Les citoyens lambda, qui n'a ni téléviseur, encore moins un transistor, n'a aucune chance d'être informé sur la COVID-19 et n'est pas du tout imprégné des mesures barrières édictées par le gouvernement. En dehors de N'Djamena, les stations provinciales de l'UNAMA ne peuvent assumer leur rôle, qui est de sensibiliser, informer ou conscientiser le peuple sur les mesures barrières préconisées par le gouvernement pour empêcher la propagation de la maladie pour plusieurs raisons. Les agents en province ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs collègues d'N'Djamena. À quelques jours du lancement de l'opération liée à la révision du fichier électoral, les élus du peuple s'interrogent sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette maladie. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qui dirigeait cette séance d'interpellation, invite le gouvernement à plus d'efforts afin de contenir cette maladie car bientôt c'est la rentrée scolaire. La population a aussi une part de responsabilité. Répondant aux différentes préoccupations exprimées par les élus du peuple, les membres du gouvernement déplorent le comportement de certains de nos compatriotes qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement. Il y a un relâchement au sein de nos populations. Le port de masque dans les lieux publics n'est pas respecté. Dès lors que le seul moyen de mettre en échec cette pandémie demeure dans la discipline, la vigilance et la prise de conscience, les membres du gouvernement invitent la population au respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous faisons partie des rares pays au monde qui met à la disposition de ses concitoyens ou à ses ressortissants gratuitement des masques qui sont commandés et qui coûtent des milliards et des milliards. Vous suivez l'actualité, même dans les grandes puissances du monde, les masques ne sont pas distribués gratuitement à la population. Nous le faisons pour la population de façon générale et bien entendu tout naturellement pour ce qui concerne les élèves et les étudiants. Le comité de gestion de la crise sanitaire n'a pas perdu de vue la nécessité d'anticiper les événements et puis de fixer un bon cadre pour garantir les bons déroulements de l'année scolaire qui va commencer donc à partir du 1er octobre prochain. Pour le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, l'ensemble des médias se sont mobilisés en ordre de bataille.
Ces médias ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation. Ils souhaitent davantage l'implication des différents acteurs de la vie publique. Nous notons que les efforts déployés par tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation sont énormes, mais ne sont pas encore à la hauteur des défis liés à la lutte contre cette maladie d'une rare gravité. L'implication des médias et des TIC dans la sensibilisation comme axe stratégique a mieux fonctionné que l'axe mobilisation sociale. Cela va être corrigé dans le cadre du travail en cours au niveau de l'équipe de pilotage. Les membres du gouvernement réaffirment la ferme volonté du président de la République à lutter contre cette pandémie qui ne cesse de semer de la désolation au sein de nos communautés. Il appelle cependant les populations au respect des mesures barrières. Je l'annonçais en titre qu'au ministère des Affaires étrangères, le ministre Amin Abbas Siddique a reçu chacun à son tour deux personnalités. Il s'agit de la représentante de la Commission de l'Union africaine, Zaina Niramatama, arrivée en fin de mission, et le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, Ibrahim Sani Abani. Compte rendu, Yann Mouibé. Après avoir passé 5 ans au Tchad, Madame Zaina Niramatama est arrivée en fin de mission. Mais avant de quitter le pays des Toumaï, elle est venue remercier les autorités tchadiennes et faire ses adieux au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, ambassadeur Amin Abbas Siddique. Au cours de cette audience, le chef de la diplomatie tchadienne a salué le travail exemplaire abattu par Madame Zaina Niramatama pour une meilleure coopération entre l'Union africaine et le Tchad. C'était la première fois que je venais au Tchad. En arrivant, je me suis retrouvée dans un pays frère où je me suis sentie aimée. J'ai été accueillie à tous les niveaux. Et j'ai aimé le pays et je commençais même à me dire que je devrais m'installer. Madame Zaina Niramatama, qui quitte le Tchad en gardant de très bons souvenirs, est appelée à servir son pays, le Rwanda, comme ambassadrice au Royaume du Maroc. La deuxième personnalité reçue ce 28 septembre est Ibrahim Sani Abani, secrétaire exécutif de la CENSAD, communauté des États sahélo-sahariens. Il s'agit d'une visite de courtoisie qui a été aussi l'occasion d'évoquer d'autres sujets. Au-delà donc d'une visite de courtoisie, il s'est agi pour moi de rendre compte, d'informer Monsieur le ministre des activités qui ont été réalisées par le secrétaire exécutif sur les instructions du président en exercice, le maréchal du Tchad, et en application des prescriptions de la conférence des chefs d'État et donc également du traité révisé de la CENSAD. À cette occasion, le ministre Amin Abbas Siddique a encouragé le secrétaire exécutif de la CENSAD avant de rappeler les instructions du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD. Il s'agit des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, le trafic illicite d'armes, des drogues et des personnes. Et puis de la logistique pour la direction de la police nationale, un don de l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme. À la réception, il y avait le directeur général adjoint de la police nationale, Youssouf Abdraman, Aligad reportage. Il s'agit de 2 véhicules et des équipements informatiques qui ont été remis à la coordination centrale de l'unité d'investigation spécialisée. C'est un don de la délégation de l'Union européenne. Donc le volet formation, c'est des formations techniques d'une part, donc par exemple l'analyse de données, la police technique et scientifique, les techniques propres à la lutte contre le crime organisé. C'est aussi une formation généraliste sur la procédure écrite et donc la police judiciaire en général. Le chef du secteur gouvernance, intégration régionale, économie et secteur social a insisté sur la gestion rationnelle de ces équipements. J'encourage vraiment les autorités responsables des UIS et les membres des UIS à poursuivre leurs efforts et à utiliser au mieux donc, ce matériel. Pour le directeur général adjoint de la police nationale, cette unité d'investigation spécialisée de la police naît de la volonté politique des chefs d'État du G5 Sahel.
Les 5 chefs d'État du G5 Sahel ont décidé, au mois de février 2017, la création d'une force militaire conjointe avec pour mission de lutter contre les menaces transnationales à leurs pays respectifs, dont en particulier le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu la création au sein de cette force d'une composante police pour l'appuyer dans les missions de police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. L'Union européenne forme les agents de ce projet et accorde un financement à la hauteur de 2 milliards de francs CFA. L'unité d'investigation est spécialisée à 2 antennes, dont une à Bol dans le lac et une autre à Our dans la province de Tibesti. Vous le saviez que la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a séjourné dans le Borkou. Sur place, la ministre Tahani Mahamat Hassan a visité l'unité de traitement des eaux de la STE et aussi a procédé à la pose de la première pierre de construction de l'antenne nord du programme d'approvisionnement en eau potable en milieu semi-urbain et rural. Moussa Mbodou Abdoulaye. L'unité de traitement des eaux de la société tchadienne des eaux de Faya reçoit la visite du chef de département de l'hydraulique urbaine et rurale. Une visite technique et d'expertise pour se rassurer de l'état des équipements et de l'eau produite par la STE. La politique nationale veut que d'ici 2030, le taux d'accès sera rehaussé à 83%. Et donc nous, on sera la cheville ouvrière de la traduction de cette politique-là pour que la population puisse atteindre ce taux qui est fixé par les plus hautes autorités du pays. Après être imprégné des réalités du terrain, la ministre a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de la société tchadienne des eaux dans la ville de Faya. Je tiens à rassurer la population que l'accès à l'eau est l'une des priorités du maréchal du Tchad et la réalisation de ces travaux permettra d'améliorer le taux d'accès à l'eau, son passage de 25% à 47% d'ici l'année prochaine. Juste après la visite, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a posé la première pierre de construction du local de l'antenne nord du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural Païpa de Faya. Il s'agit de 2 bureaux, d'une salle de réunion et d'un magasin. C'est grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD d'un montant de 98 millions de nos francs. Pour le coordonnateur du programme Païpa, Jamal Abdel Nasser Sherif Naïssa, la construction de cette infrastructure permettra de rapprocher davantage la population bénéficiaire de ces programmes. En N'Djamena, les cadres et experts du ministère de l'Hydraulique, eux, sont réunis à la faveur d'un atelier d'évaluation des projets d'adaptation au changement climatique. On en parle avec Noubadoumbay Talomadi. L'atelier de renforcement des capacités en technique de suivi et évaluation des projets contre le changement climatique se tient au moment où des appels en faveur des mesures politiques décisives contre le réchauffement climatique se font de plus en plus pressants dans les milieux des communautés locales. Cette situation nécessite une impulsion dynamique de lutte contre le changement climatique et un engagement de tous les acteurs, ainsi qu'une importante mobilisation des ressources financières publiques et privées auprès des partenaires. Le Tchad s'inscrit dans cette logique par cette formation des cadres en technique de suivi et évaluation. C'est un outil indispensable permettant d'identifier, de suivre et de mesurer les impacts réels d'un projet, d'un programme ou d'une politique publique. À ce titre, la mise en place d'un système efficace de suivi et évaluation avec des indicateurs de performance clairement définis constitue un facteur déterminant pour la réussite de nos projets et par ailleurs nous assure une certaine efficacité dans l'utilisation de l'aide publique au développement. À cet effet, le pays de Toumaï ambitionne valoriser les attentes des populations en un important programme de développement à la base avec l'appui technique et financier du Fonds vert et le Fonds national de l'eau. Le Tchad, pays fortement touché, met les bouchées doubles pour stopper les dérèglements climatiques. Il convient de rappeler que ce présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des comités locaux face aux impacts du changement climatique au Tchad. En effet, le suivi et évaluation constitue un pilier majeur dans la mise en œuvre de programmes et projets
pour atteindre les résultats escomptés. Le Tchad, pays vulnérable de par sa position géographique, a pris conscience de l'urgence de la situation et rappelle au cours de cette rencontre de formation que cette planète a été léguée par nos parents et que nous devons aussi la léguer aux générations futures, tout en maintenant l'augmentation moyenne de la température mondiale aussi près que possible de 1,5 degré Celsius selon les accords universels sur le climat tenus à Paris en France. Après le Logone oriental, le Moyen Chari, le périple de la ministre de la formation professionnelle dans le sud du pays s'est poursuivi jusqu'au Mandoul. Partout où elle est passée, la ministre Aïcha Amat Breme sensibilise autorités administratives, chefs coutumiers, parents et responsables des établissements scolaires sur l'importance de la formation technique et professionnelle. Kadouba Théophile. La province du Mandoul est la dernière étape de la mission de sensibilisation de masse sur l'importance des centres de formation technique et professionnelle dans la lutte contre la pauvreté et le sous-emploi des jeunes et des femmes, conduite par la ministre Aïcha Amat Breme dans la partie méridionale du pays. Reçue au gouvernorat de la ville de Koumra, chef-lieu de la dite province, par Madame Djamra Betolngar, représentant du pouvoir exécutif en compagnie de ses proches collaborateurs et des chefs traditionnelle, la délégation dirigée par la ministre de la formation professionnelle et des métiers a tenu présenter ses civilités à ses hôtes. Un geste qui, pour le gouverneur, était motif d'encouragement pour son staff. Vu l'importance de la mission, dont le but est la recherche des voies et moyens pour assurer le bien-être de la population à travers l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes par la formation technique et professionnelle, la ministre Aïcha Amat Breme a jugé nécessaire d'élargir la rencontre d'échange et de réflexion à toutes les couches socio-professionnelles. Il s'en est suivi un débat entre les membres de la mission et l'assistance. Des échanges axés sur le manque de moyens matériels pour les travaux pratiques, l'intensification de la sensibilisation auprès des jeunes et des femmes pour une fréquentation massive et la préparation de la rentrée scolaire 2020-2021. En réponse à ces questions qui ont fait l'objet de discussions aux précédentes étapes, la ministre Aïcha Amat Breme rassure ses interlocuteurs que celles-ci feront l'objet d'une réflexion approfondie de son staff technique afin de rectifier les tirs. Pour toucher du doigt les réalités du terrain, la délégation de la ministre de la formation professionnelle et des métiers et les autorités locales se sont rendues dans les deux centres de formation technique et professionnelle de la ville de Koumra pour constater l'état de fonctionnement de ces deux centres et échanger avec les administrateurs et surtout les élèves par rapport aux conditions de travail et d'études. Pour Madame Djamra Betolngar, gouverneur de la dite province, cette détermination de la ministre est un argument de taille pour mobiliser davantage les jeunes à la prochaine rentrée scolaire et académique. Dans le même registre et sur place en N'Djamena, l'ONG La Voix de la Femme, à travers une conférence de presse, a lancé une campagne de sensibilisation portant sur la scolarisation des filles dénommée « Ma fille va à l'école ». C'est pour encourager justement les élèves, les parents sur l'importance de la scolarisation des filles. Christelle Garlemdana. Améliorer les conditions de vie des filles et assurer leur maintien à l'école, ce sont là, entre autres objectifs, assignés à la mission de l'ONG Voix de la Femme. À travers cette conférence de presse, l'ONG annonce la deuxième édition de la caravane de sensibilisation sur la scolarisation des filles dénommée « Ma fille va à l'école » dans l'optique de susciter la mobilisation et l'implication de toutes les couches sociales. Si la situation des jeunes filles scolarisées en milieu urbain semble plus ou moins acceptable ou égale au nombre croissant de leur nombre dans les écoles, en milieu rural par contre la situation est peu reluisante. L'ONG entend intensifier l'action scolaire en faveur de la priorité tchadienne qui consiste à instruire chaque fille et à assurer son maintien à l'école. À cette caravane prévue du 1er au 14 octobre, l'ONG s'emploie à scolariser les filles dans les 10 communes d'arrondissement de la capitale pour couvrir ensuite les localités de Ligna et Koundoul. L'ONG Voix de la Femme prendra en charge l'intégralité de la scolarité des filles issues des familles démunies ou en difficulté. Le dossier de la rédaction consacré à la rentrée scolaire met ce soir le focus sur l'apport des établissements privés dans le système éducatif tchadien. Dossier signé Mamadou Bakar.
Par la rigueur, la qualité d'enseignement et le suivi des élèves, nombreux sont les établissements d'enseignement privés qui occupent de plus en plus la tête de peloton aux examens et concours. Ces écoles, lycées et collèges ont un apport important dans le système éducatif tchadien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, si on voit, n'est-ce pas, notre paysage éducatif, de façon générale. Généralement, dans la majeure partie des cas, c'est dans les établissements privés qu'on rencontre aussi ce qu'on appelle la qualité de l'enseignement. Il y a d'abord la ponctualité des enseignants, la disponibilité, l'assiduité des enseignants. À l'exemple de l'année en cours, au BEF, nous avons présenté 306 candidats et 286 admis. Au baccalauréat, nous avons présenté 202 candidats et 164 admis, soit un taux de 81%. Selon le chef de ces établissements, les performances réalisées chaque année par leurs élèves s'expliquent par la rigueur du corps professoral. Nous contrôlons d'abord nos élèves à partir de la 6e jusqu'en terminale. Et ça, c'est compte tenu du rigueur même qui est instauré au sein de l'établissement. Je vais vous donner un exemple simple qui n'existe pas dans d'autres établissements. Par exemple, un élève vient avec un téléphone, on saisit le téléphone. Pour le baccalauréat de l'année qui vient de s'achever, les établissements privés ont occupé les 16 premières places. Des résultats positivement appréciés par la directrice du développement de l'enseignement privé. L'apport est immense. Donc, cet apport, ça ressent au niveau des infrastructures, dans la qualité de l'enseignement y est, dans la performance, il y a la performance des élèves dans ces établissements privés et aussi dans l'économie et le social, c'est-à-dire dans le cadre du chômage, bien que c'est à une petite échelle, mais ça absorbe un peu le chômage. De toutes les interventions et au vu des réalités, l'on retient que les établissements d'enseignement privé contribuent grandement à la qualité du système éducatif tchadien aux côtés du gouvernement. Tout à fait autre chose. À présent, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un séminaire de vulgarisation des textes fondamentaux relatifs à la protection de la vie humaine. Prennent part les agents d'exécution des décisions de la justice. Damgué et Joël Lidné. Pour permettre de mieux assurer la promotion des droits de l'homme, l'appropriation des textes fondamentaux par les agents d'exécution est une nécessité. Vous conviendrez certainement avec moi que la méconnaissance des textes fondamentaux de protection et de promotion des droits de l'homme constitue un obstacle de taille à un traitement convenable des personnes. En un mot, elle constitue une menace pour la viabilité des droits des personnes. C'est dans cette logique que la Commission nationale des droits de l'homme renforce les capacités des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale, de la police nationale et les agents du corps judiciaire sur les textes protégeant la vie humaine. La CNDH a l'impérieux devoir de mettre à votre disposition des outils nécessaires pour rendre efficace votre travail en optimisant la défense des droits de l'homme. Convaincu de la contribution de ces séminaires à l'amélioration de la protection des droits de l'homme au Tchad, le président de la CNDH, Dida Omar Mahamat, rassure de la pérennité de ces cadres d'échange par son institution. Le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Doumforte Amadou, a pris officiellement service. Il a été installé dans ses fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire. Reportage, Thomas Ousmane Djali. Nommé au terme du décret numéro 59 du 25 septembre 2020, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Doumforte Amadou, prend officiellement ses nouvelles fonctions. Ces grands commis de l'État succèdent à cette importante charge à Mahamazen Al-Hadji Yaya. Ce dernier a mis 7 mois à la tête de cette grande entité administrative. En 7 mois, il est difficile d'établir un bilan. Déjà, la maladie à coronavirus a bouleversé tous les programmes mondiaux. Toutefois, face à cette pandémie, nous nous sommes impliqués avec les élus locaux et les administrateurs délégués auprès des communes dans la lutte contre la propagation de la maladie. Installant le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Gundul Vikama, a rappelé le rôle combien important que jouent les hommes dans le bon fonctionnement de l'administration.
L'administration d'un pays constitue dans tout État moderne la structure clé dont on a besoin pour assurer au mieux le bon fonctionnement de l'État, condition sine qua non pour tout progrès économique et social. Après avoir vivement remercié les hautes autorités au premier rang, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République pour la confiance sans cesse renouvelée, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena s'est engagé à poursuivre avec détermination l'œuvre entreprise par son prédécesseur. Le développement de cette ville entamé par le maréchal du Tchad depuis 30 ans ne peut se faire, quel que soit l'investissement de l'État, tant que toutes les composantes de la population ne soient unanimes pour accompagner le plus beau rêve du maréchal du Tchad. Pour mener à bien sa nouvelle mission, le délégué général du gouvernement compte sur le concours de ses collaborateurs. Adoum Foté Amadou n'est plus à présenter. Il a été successivement gouverneur de la province du Lac, du Salamat, du Ouaddaï et du Mayo-Kébi Ouest et inspecteur général du ministère des tutelles, son avant-dernier poste. Sachez également que le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 12, Pala, a aussi été installé dans ses fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Hassan Saline. Doba Djonsala. Un général de brigade remplace un autre à la tête du commandement de la zone de défense et de sécurité numéro 12. Il s'agit du général de brigade Abderrahim Issa Alaji, qui a été installé ce 24 septembre à Pala par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed Suleiman Ali. Le général de brigade Mohamed Ibrahim Adam passe l'étendard du commandement de la zone de défense et de sécurité numéro 12 à son successeur après 2 mois de service comme le tout premier commandant de la zone de défense numéro 12. La zone de défense et de sécurité numéro 12 couvre 3 provinces, à savoir la province du Mayo-Kébi Est, celle du Mayo-Kébi Ouest et la Tangilé. La cérémonie de passation du commandement s'est déroulée dans le respect des mesures barrières en présence du gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Hassan Saline. Le général de brigade Abderrahim Issa Alaji est désormais le com zone de défense et de sécurité numéro 12, sur l'épaule de qui repose maintenant la protection des biens et des personnes dans sa zone de commandement. En sport football, le championnat national de la discipline a effectivement démarré. 2 résultats des matchs ont été déjà joués. Dans la première rencontre, Fula Edifice a battu Ascot de N'Djamena par 3-1 et la deuxième rencontre, Gazelle FC a défait As Mirim de Mongo par 2-0. Diono Ginestor. 2 matchs étaient à l'affiche pour ce lancement du championnat national de football. Au stade Idriss Mamad Ouya, l'équipe Fula Edifice a croisé le fer avec As Coton Tchad de N'Djamena. À la 14e minute, c'est l'équipe de Fula Edifice qui ouvre la marque par l'entremise de Bakit et Dibrin. 10 minutes plus tard, Karim Yaya trouve le filet et donne l'avantage à son équipe. 2-0 pour la première partie. De retour de la pause, les joueurs d'As Coton Tchad de N'Djamena mettent les pieds sur l'accélérateur en multipliant des actions de but. Mais face à la défense soudée de l'adversaire, ils n'ont pas pu marquer des buts. L'attaquant de Fula Edifice, Mamad Abakar, parvient à tromper le portier d'As Coton Tchad et marque le 3e but. Du côté de l'adversaire, c'est Ndjekorom Francis qui réduit le score. Une réduction qui ne change pas grand-chose. Score final 3-1 en faveur de Fula Edifice. Au stade de Paris-Congo, c'est Gazelle Football Club qui remporte le match devant Asmirim de Mongo par 2-0. Et puis la teneur de ce communiqué, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce lundi 28 septembre 2020 se présente comme suit sur 500 échantillons analysés. 7 cas confirmés, 3 au Mayo-Kébi Ouest, contact du précédent cas. 1 cas au Logone oriental, 1 au Logone occidental et 2 en N'Djamena, dont un contact, un guéri portant le total à 1006. Un décès total des décès 85-94 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1185 répartis dans 17 provinces du pays.
La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Et puis, dans le cadre de l'opération baptisée Journée d'action citoyenne lancée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République le 12 septembre 2020 et qui a pris fin le 26 septembre, le maire de la ville de N'Djamena remercie très sincèrement les ministères, les institutions, les différentes forces de défense et de sécurité, les organisations des femmes, celles des jeunes, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé activement à cette opération. Ces journées d'action citoyenne ont permis d'assainir et d'apprêter plusieurs établissements scolaires et universitaires en vue de faciliter la prochaine rentrée scolaire. Il se réjouit de l'élan de solidarité et de patriotisme qui a prévalu et appelle à la pérennisation de ces journées. Et puis nécrologie, l'ONAMA est en deuil. L'office vient de perdre 2 de ses agents. Il s'agit de Soutaous et de Ngiadumbaï Bruno. Les 2 défunts ont été inhumés au cimetière de Toukra. Kamlar Habibakariam. Le 25 dernier, l'Office national des médias audiovisuels perd 2 de ses agents. Il s'agit de Nguyansou Tassou et de Ndjimgar Ngiadumbaï Bruno. Au domicile familial du regretté Nguyansou Tassou, l'émotion est grande. Parents, amis, collègues et responsables de l'ONAMA, affligés par cette disparition, lui ont rendu un dernier hommage. Né le 9 septembre 1976 à Undouma, dans le Chariba-Girmi, Feu Nguyansou Tassou exerça de 2011 à 2016 comme mécanicien chauffeur dans cet organe public, BTR. Pour les collègues de travail, Nguyansou Tassou laisse un grand vide. Décède de suite d'une longue maladie, Feu Nguyansou Tassou laisse derrière lui une orpheline de 8 ans. Un même hommage mérité est rendu au 2e agent de l'ONAMA, Ndjimgar Ngiadumbaï Bruno, arraché par la mort ce 25 septembre. Cet agent, à l'instar du premier, a rendu des loyaux services en qualité d'agent d'entretien au ministère de la Communication avant d'être affecté à la radio-diffusion nationale tchadienne, la RNT. Né le 10 juillet 1969 à Sar, Ndjimgar Ngiadumbaï Bruno a été recruté par décision numéro 59 de l'année 2000. De son vivant, au sein de son service, il a su gagner la confiance et l'estime de ses collègues ainsi que de ses chefs hiérarchiques. Feu Ndjimgar Ngiadumbaï Bruno laisse après lui une veuve et 4 orphelins, dont 3 filles et 1 garçon. Les 2 agents ont été inhumés au cimetière de Toukra. Les mains ont été levées vers les cieux pour implorer la grâce du Tout-Puissant pour le repos éternel de leurs âmes. Tassou et Bruno, comme vous appellent affectueusement les collègues, sachez que de nos yeux coulent aujourd'hui les larmes d'amertume. Mais dans nos cœurs, l'empreinte de vos souvenirs restera à jamais gravée. Reposez-vous en paix. Justement, que leur âme repose en paix. Tous les personnels de l'ONAMA présentent donc ses condoléances aux familles endeuillées. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.